Bonjour tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux à notre conférence de presse, voilà, qui tombe toujours à un moment important, au début de la grande période des fêtes de Noël, qui est un grand moment de consommation pour nous. Donc avant de démarrer, je vais présenter l'ensemble de l'équipe, donc moi-même, Jean-Michel Schaeffer, je suis président d'Envol et également éleveur de volailles en Alsace. Je suis accompagné de Gilles Hudepin, qui est vice-président d'Envol, de Benoît Drouin, membre d'Envol, mais surtout président du syndicat national des labels rouges et de la filière bio volaille, et qui est éleveur également dans la Sarthe, de Yann Ledelec, qui est le directeur d'Envol, de Patrick Pajard, qui est le trésorier d'Envol, mais également président du comité de la dinde. Et il y a également dans la salle, autour de vous, assis avec vous, des gens qui ont des petits écriteaux là comme moi et avec qui vous pourrez également discuter parce qu'ils sont tous membres de nos différentes fédérations. Alors qu'est-ce qui nous attend au programme ? Donc le premier point, les volailles avec cette période festive qui va démarrer avec Noël. Donc faire un point sur la production, les chiffres clés de toutes les volailles festives de Noël. Ensuite, on va revenir plus précisément sur les chiffres nationaux de la filière en termes de production, consommation. Un point également important sur l'influenza aviaire, parce que cette année, on a quand même un épisode plus dur que les années précédentes. Alors, c'est sous contrôle, ça se passe bien, mais c'était important pour nous de revenir dessus. Ensuite, faire un point également sur notre actualité économique, avec un focus important sur les importations qui sont toujours importantes, qui nous pèsent avec les dossiers d'actualité comme le Mercosur, l'Ukraine, d'autres pays aussi compétiteurs qui commencent à nous concurrencer plus fortement. Mais Gilles reviendra dessus plus précisément. Et après, revenir sur notre sujet central à la fin, la souveraineté alimentaire, l'objectif qui nous anime, avec la construction de poulaillers pour répondre à la croissance de la consommation et pour répondre à cette demande forte sur nos volailles qui font qu'on confirme notre première place de première viande consommée en France. Voilà pour la présentation du programme. Et donc pour passer au premier chiffre sur les volailles festives, j'ai donné la parole à Benoît qui va vous faire la présentation. Merci. Jean-Michel m'a brièvement présenté tout à l'heure. Moi, c'est ma première conférence de presse en vol en tant que nouveau président du CNELAF. Donc moi, je suis installé dans la Sarthe, pas très loin du Mans, sur une ferme de polyculture élevage, donc avec ma femme. On y élève des vaches laitières et des volailles depuis plusieurs générations. Et la particularité de la ferme, c'est que le tout est conduit en agriculture biologique. Donc voilà, et j'ai été élu au mois de juillet président du CNELAF. Donc le CNELAF, en deux mots, syndicat national des labels avicoles français. Donc en gros, c'est toutes les productions organisées qui sont élevées dehors. Donc le label rouge et la bio. C'est environ un peu plus de 6000 fermes en France. Petit focus sur les volailles festives. Tu le fais ? J'aime pas, je préfère les passer parce que je peux là ? T'es sûr ? Ça marche pas. Ah ouais, attends, ça marche. Voilà. Donc comme vous le savez tous, les volailles festives, c'est un moment très important pour la filière des volailles de chair, puisque ce sont des volailles que l'on prépare quand même pendant près de 6 mois. Les mises en place ont lieu pendant l'été. Pour être capable en fait de vous vendre ces différentes volailles au moment des fêtes. Les chiffres de l'année dernière, en fait, on a atteint les 7 millions de volailles festives vendues, donc c'est quand même pas rien, avec une très très belle diversité. Et pour cette année, nous serons également au rendez-vous avec à peu près la même diversité. Donc le chapon que vous connaissez tous, donc qui est le gros des troupes. On a également de la pintade, des canards, des canettes, et puis on a aussi donc la dinde, et dans des volumes un peu moins importants, des oies, et puis aussi des plus petits animaux qu'on des fois on oublie, que sont le pigeonneau ou la caille.
ce large assortiment en fait, permet de répondre en fait, à peu près quasiment tous les besoins de tous les consommateurs, que ce soit dans la restauration hors domicile, que ce soit chez vous pendant vraiment les fêtes, que vous ayez un grand repas, un petit repas, que vous soyez en fait pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, tout dépend comment tombe Noël. La volaille elle a cette chance de pouvoir répondre à tous ses besoins. Comme vous le savez, il y a différents modes de production de ces volailles festives. Bien évidemment donc du standard, du certifié, et puis on va retrouver ce qui est un peu plus mon dada, les volailles label rouge et bio, qui elles, pareil, ont cette particularité d'avoir été élevées dehors en fait pendant une bonne partie de leur vie. Après, Noël est souvent un moment de fête, alors même si Noël a peut-être beaucoup changé en fait dans les habitudes sociologiques des gens, mais ça reste quand même un moment où les repas entre amis ou surtout en famille permettent aux gens qui sont peut-être des fois assez éloignés de se regrouper. Et là, voilà, il reste un bon moyen de faire un lien autour d'un repas. Et c'est pour ça que on retrouve en fait tous ces animaux en fait pour différentes tablées. Alors si vous êtes très nombreux, vous pouvez vous offrir une oie, quelque chose qui est peut-être un peu plus rare. Après, souvent, le chapon et la dinde restent les animaux les plus prisés. On retrouve aussi la pintade, qui à l'origine était quand même une volaille que l'on consommait plutôt au quotidien et qui, avec le temps, est devenue peut-être une volaille un peu plus festive. On le regrette, mais c'est ainsi. Le canard, ça j'en parle pas, la canette et la poularde en fait aussi, qui peut être un bon rapport qualité-prix. Et puis après, on a ce que j'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes sur des plus petits repas, vous êtes moins nombreux, on a aussi des volailles adaptées par leur taille, leur format, leur conditionnement, notamment la caille par exemple, qui est aussi un animal qui se prête bien à ces fêtes. Pour préparer tout ça, il y a depuis quelques années un site internet qui existe, volaillefestive.fr, vous irez voir, qui vous permet en fait de retrouver un tas d'idées, de recettes. Alors moi je suis pas un grand cuisinier, alors je vais pas vous donner de conseils, mais il y a des gens qui le font très très bien. Voilà. Et donc là ça vous permet un peu, pour varier les plaisirs, quand vous vous dites j'ai fait un chapon cette année, qu'est-ce que je ferais bien l'année prochaine, etc. Et il y a un tas d'astuces pour vous guider vers ce qui est le plus adapté à votre repas, vos goûts et le Noël de cette année. Il y a aussi des petits conseils anti-gaspillage, ça c'est important, parce que quand on découpe une volaille entière, des fois, savoir bien l'éplucher pour ne pas en perdre, toutes ces choses-là sont données sur ce site. Donc voilà. Alors, avant de donner la parole à Yann, rappelez que vraiment, Noël, c'est vraiment un moment important. Et la volaille festive, c'est une vieille tradition. Ça remonte au Moyen-Âge, on en trouvait déjà. Et je pense qu'il faut vraiment avoir ça à l'idée, que c'est un moment important en famille, entre amis, et que la volaille reste vraiment le lien presque indispensable pour que on fasse un vrai repas de fête. Merci Benoît. Donc comme d'habitude, on va passer aux chiffres. Donc d'abord la consommation. Bien la hausse de la consommation continue, ça devient un peu répétitif, mais en tout cas à chaque fois on constate une augmentation. Sur les 9 premiers mois de 2025, on est sur une augmentation de 2,9% de la consommation globale par rapport aux 9 premiers mois de 2024, donc toutes volailles confondues. Pour rappel, en 2024, on avait une augmentation par rapport à 2023 de presque 10%. Plus 15% sur 15 ans, encore une fois, toutes volailles confondues. Et ça fait du bien de le redire. On est devenu, au niveau de la volaille, la viande la plus consommée par les Français, avec 31,6 kg par habitant. Donc devant notamment le porc. Et le poulet, dans ces 31,6 kg, représente presque 25 kg de la consommation. Donc près de 4 volailles sur 5 consommées par les Français, aujourd'hui, c'est du poulet. 78,7% pour être exact. La dinde, presque 12%, 11,6%. Le canard, 8,2%. Donc les autres volailles, dont la pintade, le pigeon, la caille qu'on a évoqué tout à l'heure, alors qui ne se consomment pas que pour les fêtes, j'insiste là-dessus, on peut en consommer toute l'année, c'est 1,5%.
C'est la restauration qui gagne de plus en plus de terrain sur la consommation à domicile. On est à plus 8 points en 3 ans et plus 30 points en à peu près en presque 10 ans. Donc on est passé de 8% au début des années 2000 à 37% de la consommation de poulet qui se fait donc hors domicile. Un petit bémol quand même au niveau de la restauration commerciale, on va dire brasserie, restauration, etc. On assiste depuis quelques mois à des baisses de consommation qui sont assez importantes, donc notamment à un pouvoir d'achat qui diminue, en tout cas des arbitrages de la part des consommateurs français qui se font. Donc, hors domicile, ça augmente toujours, mais en tout cas, il y a une certaine partie de la restauration qui aujourd'hui ne constate pas ça. Il y a quand même quelques baisses de conso. Le succès des élaborés de volaille, il est confirmé en magasin. Quand on regarde un peu plus le détail, donc on est toujours évidemment sur une viande accessible qui enthousiasme le consommateur. Donc là je parle en achat en magasin, donc c'est les chiffres qui donnent, on va dire, ce que les consommateurs achètent pour consommer chez eux à domicile. On est à plus 5,4% d'achats de volaille en 2024 par rapport à 2023. Et sur les 8 premiers mois de 2025, on est à presque plus 1% de consommation. Et ce qui tire cette consommation, on est à plus 7,3% pour les élaborés de volaille. L'année dernière, on était à plus 7,1% par rapport à 2023. C'est vraiment donc, les produits élaborés. Donc, vous allez prendre tout ce qui est pané, cuisiné, charcuterie, etc. qui tirent cette consommation, en tout cas sur les achats pour la consommation à domicile. Concernant la production, la reprise se confirme toujours en France avec une production de volaille qui augmente, notamment tirée et entraînée par le poulet, puisqu'en 2024, pour rappel, on était à plus 12,1% de volaille produite par rapport à 2023. On avait dépasser les niveaux de 2019, donc pré-Covid, pré-influenza aviaire, la dernière année normale entre guillemets. Et en 2025, sur les 9 premiers mois de l'année, on est à plus 1,5% de production, plus 3,7% en poulet. Voilà, c'est le poulet, la locomotive. On est sur une stabilité en dinde, ce qui est plutôt positif, on pourra en reparler, mais parfois on constatait quelques baisses, mais en tout cas on est sur une stabilité, et en pintade on est sur une baisse. C'est pour ça que je réinsiste à nouveau, n'attendez pas les fêtes pour consommer de la pintade, dès ce week-end ça peut se faire. Concernant le plein air, le label rouge, cette dynamique de consommation et de production, elle bénéficie aussi au poulet sous signe de qualité. En 2025, on a une reprise de la production qui se confirme. Souvenez-vous, en 2023-24, on vous parlait d'une baisse de conso, d'une baisse de production, mais là, la dynamique, elle revient. On est à plus 7% de mise en place sur les 2 premiers mois en poulet label rouge, sur les 10 premiers mois, pardon, et plus 8% sur les poulets bio. En 2024, on avait réussi à stabiliser par rapport à 2023. Donc voilà, la dynamique se confirme. Maintenant, je vais laisser la parole à Patrick Pajard pour vous faire un point sur la situation sanitaire. Bonjour à toutes et à tous. Premier élément rassurant pour Benoît, je voudrais te dire déjà qu'il n'y a pas de cas de festif aujourd'hui en influenza aviaire. Donc normalement, le produit sera bien sur les tables à la fin d'année. Première des choses, c'est que cette année, on a un millésime de l'influenza qui est un petit peu puissant, un petit peu corsé. Vous avez pu l'entendre, notamment avec les mortalités qu'il y a dans la vie faune, et l'épisode des grues cendrées du lac du Der est assez représentatif. Vous avez une situation qui est non seulement française, mais européenne. Là, vous avez la cartographie un petit peu de ce qui s'est passé sur la France. Mais si vous regardez, vous avez là le plan quasiment de vol, de migration des oiseaux. Et dans les pays très affectés actuellement, c'est l'Allemagne. Le Royaume-Uni, c'est pas mal non plus. Sur la France, aujourd'hui, effectivement, on a une 50aine de cas. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a une grosse différence entre l'Allemagne et la progression de l'influenza et la France. C'est que nous, on a un pays où on a mis au point la vaccination et que c'est un élément aujourd'hui de réassurance pour que nos animaux ne soient pas aujourd'hui, et la pandémie ne soit pas au sujet de ce qu'on a connu les autres années. C'est une grosse différence. Ouais, si tu veux. Quelques éléments pour parler un petit peu des mesures, mais avant tout, c'est la 4e année que dans l'Ouest, on a des épisodes d'influenza, donc on apprend beaucoup.
Et il y a des groupes de travail qui existent. Et on a 3 niveaux, je dirais, de travail. Le premier, c'est l'anticipation. Alors l'avifaune est vraiment très très surveillée tout au long de l'année. Sachez qu'il y a eu de la grippe et des animaux sauvages contrôlés tout au long de l'année, y compris cet été. Bon, pour autant, il ne s'est rien passé. Mais maintenant, on contrôle. Donc effectivement, des animaux qu'on ne savait pas de quoi aujourd'hui ils étaient morts avant, maintenant on constate que parfois c'est l'influenza. On a trouvé des goélands, on a trouvé des signes un peu partout cette année et on a vécu avec. La deuxième chose qui est importante dans notre gestion de ces crises, c'est la réactivité. Il y a des groupes de travail et tous les jours on travaille au quotidien avec tous les acteurs de la profession pour essayer d'endiguer et de limiter les propagations, avec notamment une notion très forte de partage des informations de tous les maillons de la filière, les accouveurs, les fabricants d'aliments, tout ça en lien avec les services de l'État. Et quelques éléments concrets un petit peu qu'on met en place déjà. Donc vous voyez, dans les élevages infectés, aujourd'hui, on dépeuple. Et si nécessaire, on dépeuple autour des foyers dans les zones 3 km pour essayer de ne pas propager le virus. Ça, c'est déjà très effectif sur les départements de la Vendée aujourd'hui. Et puis, on active des nettoyages et une désinfection très rapides qui se passent en général le jour suivant ou 2 jours après les foyers qui sont constatés. Et dans les élevages proches, donc ce qu'on appelle les zones de protection qui sont un peu plus éloignées, une dizaine de kilomètres, là on a une surveillance qui est accrue de tous les animaux qui ne partent vers les abattoirs que s'ils ont eu un statut indemne. On renforce la biosécurité, qui est aussi dû un petit peu, peut-être le maillon faible, c'est que la ferme France, c'est une ferme à taille humaine, dans laquelle les exploitations, on y trouve autre chose que de la volaille, du ruminant, et plein de choses. Donc il y a plein de choses qui passent. Il y a des camions qui viennent ramasser le lait, il y a d'autres activités. Donc on a beaucoup d'activités croisées, et donc on a décidé cette année de renforcer tous les éléments de mouvement qui peuvent aller sur une exploitation agricole. Et puis, bien sûr, on abat les animaux qui sont en âge multiple, notamment les dindes et les canards, en une seule fois dans ces endroits-là pour limiter justement d'avoir 2 passages dans les mêmes élevages. Petit exemple concret de ce qui se passe, par exemple, sur les Pays de Loire, on appelle ça la stratégie du pare-feu. Donc vous avez des petits demi-cercles orange là. Et quand on a des foyers, on essaye de limiter la propagation. Donc on va créer des pare-feux en bloquant ces zones. On a déjà des zones ici qui sont quasiment solutionnées là, dans la partie ouest où on a eu des foyers, mais on n'a pas constaté de nouveaux cas depuis déjà maintenant une dizaine de jours. Donc la migration est loin d'être terminée. On pense qu'il y en a encore peut-être pour une bonne quinzaine de jours. Donc potentiellement, il est possible qu'il y ait d'autres cas qui arrivent. Mais pour l'instant, on a bien contenu les choses au travers des mesures collectives qui sont mises en place. À ce sujet, je crois qu'il faut surtout saluer le travail extraordinaire des éleveurs qui sont mobilisés, des équipes techniques qui vraiment aujourd'hui sont au quotidien en termes de réactivité. Un exemple, quand on a un cas, que ça soit le samedi ou le dimanche, il faut à peu près une petite heure derrière pour que tout le monde soit alerté dans la profession et sur le territoire. Et les mesures de gestion des lots sont appliquées dans les 2 heures qui suivent à peu près. Donc c'est hyper réactif. Et je tiens aussi à remercier d'ailleurs les services de l'État représentés par les DDPP au niveau des départements, avec qui on collabore vraiment 7 jours sur 7 pendant ces périodes un peu plus intenses, et avec qui le travail semble être de plus en plus efficace. On apprend beaucoup de chaque jour, de chaque cas, et on partage tout ça par des réunions au quotidien pour justement être de plus en plus efficace pour la gestion. Je crois que quand on regarde les autres pays d'Europe, on a pris beaucoup d'avance pour la gestion de tout ça, ce qui est très très rassurant. À côté de ça, il y a un impact économique qu'il va falloir gérer. Donc, on attendait, on a eu quelques infos sur l'impact 2024-2025. Les informations sont tombées la semaine dernière avec une enveloppe de 4 millions d'euros donc qui pourrait être accordée aux éleveurs. Par contre, ce qui est clair, c'est que sur 2025-2026, on est dans l'attente. Bon, il y a l'indemnisation des foyers existants qui est importante, mais il y a bien sûr le vide sanitaire et tout ce qu'on prend comme mesures préventives collectives non réglementées autour de la profession pour justement vider ces zones, qui sont des mesures prises par la filière pour essayer de nous un redémarrage le plus rapide, sachant qu'aujourd'hui la production française n'est pas affectée, puisque quand on a des bassins comme celui affecté aujourd'hui qui ne peuvent pas produire, on arrive à mettre les animaux en place sur d'autres régions qui ont un peu de disponibilité en termes de surface.
On souhaite bien sûr renforcer le financement de la vaccination. On voit que c'est essentiel. Aujourd'hui, la vaccination des palmipèdes aujourd'hui est une réussite. On a encore beaucoup à apprendre sur les protocoles de vaccination, quand est-ce qu'il faut vacciner, notamment aussi mélanger certainement les 2 vaccins existants sur le marché pour renforcer l'efficacité, renforcer le dépistage. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais on avance très vite. Et pour ça, la première des économies que fera l'État, c'est celle de nous aider dans le financement de la vaccination, qui est quelque chose qui n'a pas été très efficace cette année pour l'instant en termes d'accompagnement économique. Et puis, donc, comme je disais, la dernière des choses, c'est d'optimiser tous nos protocoles de biosécurité, nos protocoles de protection des animaux, pour qu'on ait une diffusion moindre du virus. Le virus, l'année dernière, il est passé, il y a eu quelques cas, ça n'a pas été méchant. Là, cette année, l'intensité est plus forte, mais pour autant, on voit que c'est extrêmement bien contenu pour le moment. Voilà, merci à toutes et tous. Merci Patrick. Du coup, on va passer. Ouais. Donc, on va passer aux chiffres de la balance commerciale et des importations. Donc, Gilles, si. Oui. Alors, voilà, on revient avec ce malheureux slogan, mais qui se vérifie encore. Plus d'un poulet sur 2 est importé en France. Et c'est directement en corrélation en fait avec ce que vous a présenté Yann au niveau de la consommation. Parce que c'est quoi le moteur de la consommation? Yann l'a bien précisé, c'est les préparations de volaille, un peu de la découpe. Beaucoup, en fait, le modèle d'élevage plébiscité, c'est beaucoup le poulet du quotidien qui va servir à faire des préparations et un peu de découpe. Et qu'est-ce qu'on constate dans les chiffres d'évolution des importations? En 2025, on a une prédominante, vous avez une augmentation de presque 7%. Et une énorme poussée sur les préparations des importations de presque 13% sur les 8 premiers mois. Donc le constat qu'on fait, qui est frustrant, inacceptable, et on va revenir plus dans le détail dessus avec Gilles, c'est que les Français plébiscitent de plus en plus en fait, des produits, même quand ils sont à la maison, qui demandent de moins en moins de cuisine, entre guillemets, parce qu'ils vont acheter des produits déjà plus ou moins préparés, mangent aussi de plus en plus à l'extérieur, dans de la restauration commerciale. Et donc, ce marché qui est plébiscité par les consommateurs, en fait, est de plus en plus approvisionné par des volailles qui ne sont pas produites en France, d'où notre frustration quand même sur le sujet, mais c'est quand même cette réalité-là à laquelle on fait face. Et donc là, vous voyez les augmentations permanentes des importations. On a démarré en 90, vous voyez, c'est assez fulgurant. Et voilà, ça montre qu'il faut absolument qu'on se batte pour relancer la production française. Alors, on a eu une hausse de production quand même, 1,5% sur les 9 premiers mois de l'année, c'est bien. Mais on a une telle forte croissance de la consommation de poulet que cette augmentation ne permet pas de combler la croissance de la consommation. Et on voit que c'est principalement les imports qui accompagnent la croissance et pas notre production à nous. Et donc, bien sûr, ça se traduit par aussi une baisse de l'auto-approvisionnement qui donc se dégrade également entre 2024 et 2025. Voilà, et donc je laisserai à Gilles le soin de vous présenter les dynamiques d'importation qu'on a sur les différentes grandes zones qui nous concernent. Bien, bonjour à tous. Alors, pourquoi on a autant d'importations? Pourquoi aussi on a autant de consommation? La consommation, ça a été rappelé, mais c'est aussi parce qu'on a des prix très compétitifs. Et je rappelle que la volaille est la protéine la moins chère. Alors vous avez vu aussi que, je ne rentrerai pas dans le débat, nos collègues de l'œuf aussi manquent d'œufs à ce niveau-là, mais ça montre bien que les Français souhaitent des produits le plus accessibles possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on le constate, c'est que dans les importations, c'est surtout du filet, parce qu'on surconsomme du filet. Et pourquoi on surconsomme du filet? C'est aussi que les produits élaborés sont aussi proportionnellement moins chers. Et ça a été signalé que cette dynamique de consommation, dans les slides précédents, vous aviez une baisse des prix de vente aux consommateurs. Je tiens à le rappeler, par rapport aux porcs et aux bovins, on a eu sur les premiers mois de l'année une légère baisse et tout. Pourquoi? Parce que la profession applique complètement et pleinement la loi Egalim.
Et je dois dire qu'à chaque fois qu'on a des baisses dans les matières premières, on les répercute à nos distributeurs qui sont censés les répercuter aux consommateurs. Alors, les importations massives, elles viennent d'où? Bon, on a d'abord l'accord du Mercosur, donc qui va être signé le 19 décembre. Je rappelle... Attendez. Qui va en principe être signé le 19 décembre. Nous ne le souhaitons pas. Le président de la République s'est engagé à nous dire non, on va mobiliser une coalition contre. Je rappelle pour tous que cet accord du Mercosur, il traîne depuis 12 à 15 ans. Je rappelle qu'à l'origine, ce Mercosur était une volonté très forte de l'Allemagne d'avoir accès au marché, notamment d'Amérique du Sud, pour exporter des voitures, du temps de Mme Merkel, que je pense, je ne suis pas un spécialiste de l'automobile, mais que les choses ont bien changé et que la capacité d'exportation des voitures allemandes sur l'Amérique du Sud a beaucoup baissé au profit de d'autres zones. Mais on n'est pas là pour parler automobile, mais à l'origine, c'était ça. Hein. C'était l'accord, il faut libéraliser l'Amérique du Sud, notamment pour Mercedes, BMW, Audi, et j'en passe et des meilleurs. Donc, on revient derrière, s'il vous plaît. Voilà. Non, vous allez trop vite, monsieur. Donc, on a adressé une lettre ouverte au chef de l'État avec d'autres interprofessions que sont Interbev, Intercéréales, les betteraves sucrières et tout. Bon, je ne sais pas où ça va aboutir. On espère avoir une majorité contre. On le verra. Deuxième sujet maintenant, après l'accord Mercosur, c'est la Thaïlande. Donc, on est en train, au niveau de l'Europe, de vouloir ouvrir à la Thaïlande. Attention, la Thaïlande, avec des entreprises comme CIPI, est un très gros exportateur. C'est des conglomérats énormes en Thaïlande, comme au Brésil, des JBS et tout. Ce n'est pas du tout les structures d'entreprises familiales pour les exploitations ou d'entreprises d'abattoirs et de transformation en Europe. Donc, on est très inquiet. Ukraine, c'est plutôt mieux contenu aujourd'hui. Et là, sur l'Ukraine, on est plutôt rassuré avec les derniers accords qui ont été passés. Un pays quand même que je voudrais signaler qui nous inquiète récemment, c'est la Chine. On vient de voir arriver sur l'Europe, actuellement, on va être en année glissante à 60 000 tonnes de volailles importées de Chine sur l'Europe. C'est par rapport à l'année dernière, plus 30%. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils exportent? Les Chinois mangent, comme vous le savez, les pattes, mangent les ailes, mangent les cuisses, mais ils sont en excédent de filet. Donc, ils exportent du filet. Mais vous me direz, il y a des quotas en filet, donc normalement, ils paient les droits de douane. Oui, exact. Ils vont jusqu'à payer jusqu'à 2,40 €, voire 2,60 € de taxation à l'import, et ils exportent malgré tout. Ça relève quand même, je pense qu'il faut quand même qu'on se penche sur le problème, de se dire, est-ce qu'en Europe, est-ce qu'en France, notre alimentation doit dépendre de l'international, et notamment des Chinois? Alors je sais qu'ils nous vendent des voitures, je sais qu'ils nous vendent des panneaux photovoltaïques, mais là aussi, on a quand même beaucoup de questions à se poser. On sait très bien que ça ne couvre pas leur prix de revient en Chine, on le sait, mais c'est une volonté aujourd'hui de Xi Jinping d'exporter sur l'Europe, pays à fort pouvoir d'achat, et notamment du filet. Dernier point, sur les accords, nous demandons toujours bien des clauses miroirs et non pas des clauses équivalentes. C'est-à-dire qu'on ait les mêmes clauses de production qu'en Europe, notamment sur les densités, sur l'utilisation d'antibiotiques. Il y a des antibiotiques, il y a des activateurs de croissance dans certains pays qui sont interdits en Europe. Et ça, on est très clair là-dessus. On le demande. On l'a encore récemment redemandé à Madame la ministre de l'Agriculture. Je rappelle aussi, et là on va redéfinir derrière, sur les élevages familiaux français. En France, les élevages appartiennent aux agriculteurs. Ce n'est pas le cas dans de nombreux pays. Ils appartiennent à des CIPI en Thaïlande, ils appartiennent à les élevages, des centaines de milliers de mètres carrés appartiennent au conglomérat CIPI. En Ukraine, MHP possède l'entièreté des fermes. En Brésil, JBS a des fermes où ils mettent des salariés, où ils mettent des éleveurs, des fermiers, avec des contrats.
Nous, en France, les bâtiments d'élevage et tout sont contractualisés avec les éleveurs, mais appartiennent aux agriculteurs. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que sur les fermes-usines, définissons une ferme-usine. Vous pouvez voir dans la presse en France, à certains moments, un élevage de 50 000 poulets se construit, il va produire 6 bandes par an, ça va faire 300 000 poulets, c'est une ferme-usine. Absolument pas. Quand vous comparez au reste du monde, les fermes-usines, c'est des millions de poulets. Nous, c'est encore des élevages à dimension familiale. Et on en reparlera tout à l'heure sur la reconstruction des bâtiments. L'un des problèmes de notre importation, mais on pourra répondre à vos questions tout à l'heure, c'est quand même l'acceptabilité sociétale des élevages. Mais on y reviendra. Je vais passer maintenant la parole à Yann. Merci. Juste deux points, deux focus sur des réglementations qui sont en cours, en train d'être révisées au niveau européen. La première, c'est la révision du règlement bien-être animal pendant le transport des animaux. Donc il faut avoir en tête que cette proposition, en tout cas telle que la Commission l'a rédigée, de nouveaux règlements, elle génère, on ira plus dans le détail après, elle va générer, si elle est appliquée telle qu'elle, presque 50% d'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Nous, déjà, juste préciser et rappeler que sur ce projet de règlement, on est opposé dans sa globalité à ce projet de règlement. On souhaiterait le maintien du règlement actuel. Il existe déjà une réglementation, ce n'est pas comme s'il n'y avait rien. Et l'urgence, en revanche, elle est de faire appliquer partout ce règlement, parce qu'on sait qu'un certain nombre d'États membres ne l'appliquent pas, on va dire, exactement, en tout cas de la même manière que chez nous. Donc les 4 points majeurs de ce règlement transport des animaux, c'est la réduction de la durée de transport des animaux, des restrictions, l'alimentation et l'abreuvement pendant le transport, ce qui est déjà réalisé dans un certain nombre de cas, la diminution de la densité des animaux dans les caisses ou dans les camions de transport et des interdictions de circulation des animaux en dessous ou en dessus d'un certain nombre d'un niveau de température. Encore une fois, tout ça, c'est des choses, les professionnels mettent en place déjà des règles. Quand il y a des canicules en été, les professionnels ne s'amusent pas à balader les animaux en plein milieu de l'après-midi. Il y a des décalages de transport, etc. Et donc cette nouvelle réglementation qui vise à diminuer la densité notamment, elle va provoquer quoi ? Vu qu'on va mettre moins d'animaux potentiellement dans les camions, ça va augmenter le nombre de camions sur les routes et on a fait des calculs en matière de consommation de gasoil, c'est plus de 5 millions de litres de gasoil supplémentaires par an en matière de consommation à production de poulet constante dont on aurait besoin. C'est également du temps d'abattage en plus puisque plus de camions sur les quais d'abattage, plus d'attente, etc. Qui dit plus de camions, des quais d'abattage plus importants, on doit augmenter les aires de stockage des animaux, c'est près de plus de 9000 m² de construction à faire et c'est au final plus de 500 millions d'euros d'investissement et en matière de gaz à effet de serre, plus 46% d'émissions. Ce qui est contre-productif par rapport à des réglementations qui, normalement, à la base, devaient s'inscrire, même si c'est un peu du passé maintenant, dans le Green Deal européen. Donc nous, on est vraiment farouchement opposés à cette réglementation. Pas qu'on ne veuille pas faire du bien-être animal pendant le transport, c'est le dernier moment où justement il faut prendre soin des animaux puisqu'il n'y a aucun intérêt à ce que les animaux arrivent à l'abattoir en mauvaise santé ou en mal-être. Donc voilà, nous c'est vraiment rappeler notre opposition à ce règlement et on travaille, notamment on est en ligne avec l'ensemble des autres interprofessions de l'élevage sur ce sujet. Je laisse maintenant la parole à Patrick pour vous parler rapidement du règlement du soja non déforestant. Et je passe les slides aussi. Alors, l'Envol s'est engagé dans une démarche de responsabilité sociétale importante et auprès des fabricants de la nutrition animale est favorable et a poussé, via sa plateforme Duralim, vers le soja, notamment non déforesté et l'ensemble des matières premières non déforestées. Vous avez pu constater depuis quelques semaines que ce projet est un peu ajourné. Alors pour raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait une parité entre les différents acteurs de l'Europe sur ce modèle-là. On ne peut pas travailler avec des vitesses différentes. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que l'on puisse restaurer toute la sécurité juridique autour de tout ça pour que ça soit quelque chose de bien fiable. Et il faut que la procédure réglementaire européenne soit vraiment simplifiée. Je crois que
On a proposé ça, il y a une usine à gaz qui s'est mise derrière et qui est absolument pas lisible, donc ça ne nous convient pas. Donc on est vraiment favorable à un report de quelques mois pour qu'il y ait un règlement simple. C'est peut-être quelque chose qui est un peu d'actualité au niveau de l'Europe, c'est de simplifier les choses, je crois. Et donc, pour que la mise en œuvre soit vraiment harmonisée, je voudrais simplement dire une chose, c'est que le SNIA et la coopération agricole s'étaient engagés vers un objectif de 75% de soja durable en 2024. On est aujourd'hui à plus de 85%. Donc, même sans avoir écrit de texte, vous voyez que la France a une démarche relativement exemplaire là-dessus. Que pour 2025, je pense qu'on frôlera les 95%. Et on pense même qu'en l'absence de règlement, sur 2026, on sera à 100%. C'est pas neutre, hein, c'est un coût. Depuis que ces annonces ont été faites sur la ségrégation du soja, cette matière première a pris 60 à 70 € la tonne. Ce dossier-là va coûter probablement autour des 1,5 milliard d'euros au niveau de l'Europe, mais c'est un sujet qui nous semble fondamental au niveau de l'équilibre de la planète, et l'Envol s'engage dans cette démarche-là à soutenir justement des démarches qui sont vraiment sur une durabilité et sur un temps long, qui est le temps agricole en général, qui est un temps long. Voilà, pour cette information sur le soja durable. Merci. Pardon. Merci Patrick. Donc pour notre dernière grande partie, on voulait quand même revenir sur notre objectif principal, c'est construire 400 poulaillers sur les 5 prochaines années pour offrir plus de volailles françaises aux Français. Et donc objectif, c'est quoi en fait pour nous Yann, si tu peux avancer, merci. C'est la souveraineté alimentaire. Alors pour nous, la souveraineté alimentaire, c'est quoi? C'est répondre en quantité, en diversité de choix, en qualité et en traçabilité aux attentes de nos consommateurs. Et là-dessus, c'est vrai que la France, on est plutôt bien fourni parce qu'on est le pays en Europe et dans le monde à avoir la plus grande diversité d'espèces et de modèles d'élevage disponibles pour l'offrir aux consommateurs. Qu'est-ce qu'on a besoin pour y arriver? On a besoin d'une souveraineté à l'échelle nationale dans une Union européenne qui fixe un cadre qui protège mieux ses acteurs. Parce que ça, c'est quand même le sujet fondamental et la problématique la plus importante auquel on est confronté. Alors, qu'est-ce qu'en disent les Français? On a leur soutien. 93% des Français estiment que le modèle de diversité des élevages de volailles françaises doit être préservé et encouragé. Et que les importations, c'est une menace massivement pour les Français, pour nous, les éleveurs et toute la filière volaille. Donc ça, c'est quand même un plus. On a leur soutien. Donc, pour arriver à cet objectif, on peut aussi s'appuyer sur une hausse de la consommation, mais qui malheureusement, je vous l'ai dit avant, profite plus aux importations qu'à la production française. C'est aussi lié aux moteurs de la croissance qui sont principalement les élaborés. Donc l'objectif, c'est 80 poulaillers par an. Et pour y arriver, on en appelle bien sûr au soutien des autorités et des citoyens. Les choses dont on a besoin. Yann, si on peut passer le diapo. Voilà, en fait, ça ne coûte rien à personne. On a 3 gros sujets. Les demandes, elles sont au niveau européen. Gilles l'a déjà dit, c'est que quand on signe des accords de libre-échange, qu'on exige aux autres les mêmes conditions de production qu'à nous, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas, sur les usages d'antibiotiques, sur les lavages de poulet dans les abattoirs, sur les réglementations salmonelles, sur les réglementations de construction des poulaillers, enfin, et j'en passe. Donc, on ne peut pas nous demander ça à nous. Signer un accord avec le Mercosur, on en va apporter presque 400 millions de poulets qui ne sont pas produits comme les nôtres. Avoir une épée de Damoclès avec l'Ukraine qui est la même chose. Continuer à vouloir signer avec la Thaïlande, dont on importe aujourd'hui autant de poulets que d'Ukraine. Encore en importer plus, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une demande forte. On demande également à l'Union européenne, parce qu'elle nous l'empêche aujourd'hui, d'avoir vraiment un étiquetage de l'origine sur tous les modes de consommation, parce que sur les produits transformés, malheureusement, on ne l'a pas. Et en plus, c'est le moteur de croissance aujourd'hui, donc c'est quand même incroyablement frustrant. Il y a la RHD aussi. Alors, on a un décret au niveau national, mais on a besoin quand même d'une sécurisation juridique au niveau européen, parce qu'elle n'existe pas non plus. On a besoin également d'une réglementation au niveau de l'Union européenne sur l'origine, qui soit beaucoup plus stricte sur ce qui vient du hors-UE, parce qu'aujourd'hui, le hors-UE n'est pas obligé de l'indiquer sur les emballages, ce qui est quand même incroyable, alors que nous, on a une traçabilité très stricte. Voilà au niveau européen. Au niveau national, on a besoin de quoi?
On a besoin d'une mise en œuvre maintenant rapide de la loi contrainte ou loi du plomb, parce qu'il y a des décrets en cours d'écriture. Il y a également une ordonnance qui doit passer à l'Assemblée nationale. Donc nous, on veut qu'elle passe le plus rapidement possible et que ces décrets soient écrits pour qu'on puisse faciliter le plus possible la construction de poulaillers. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans ces textes? C'est simplement la mise en œuvre concrète de l'alignement de notre réglementation française sur celle de l'Europe. Voilà, on ne demande ni plus ni moins, mais en tout cas, ça pourra faciliter et aider les éleveurs à construire des poulaillers. On a également besoin de revalorisation de prix pour les éleveurs, hein. On arrive dans cette phase aussi de négociation commerciale. Donc on doit faire passer des messages parce qu'il y a une inflation aussi sur les coûts d'investissement. On a besoin d'aider les éleveurs pour qu'ils puissent investir. On a besoin d'encourager également la consommation de volailles. Mais pour cela, on a également besoin du soutien des citoyens. Donc, ils sont pour la volaille française. Il n'y a pas de souci. Ils sont... Alors là, on met un peu le doigt sur une contradiction. Ils sont à 79% pour qu'on construise des poulaillers, mais ils les veulent un peu moins à côté de chez eux, parce que là, on descend à 53%. Et là, on a besoin de passer un message collectif, aussi avec votre aide. C'est que si on veut de la volaille française, les Français en veulent. Bon, on a besoin de construire des poulaillers, des fois un petit peu à côté de chez soi aussi. Comme ça, on pourra offrir de plus en plus de volailles à nos consommateurs. Voilà. Donc, également quelques chiffres forts sur lesquels on voulait revenir. C'est sur la légitimité du logo volaille française, qui permet d'attester que la volaille est née, élevée, abattue en France. Donc, il est connu quand même par 80% des Français, donc c'est quand même massif. Et la très grande majorité des Français, pour eux, ça fait partie des motifs d'achat. Quand ils voient volaille française, pour eux, ils ont envie de l'acheter. Donc le but, c'est de la développer pour l'offrir à nos consommateurs et, comme je le disais avant, pour améliorer notre souveraineté alimentaire. Voilà, donc en résumé, et là on en arrive donc à la conclusion de notre présentation. Au niveau de la consommation, voilà, l'enthousiasme pour la volaille continue. On avait dit pour la première fois l'année dernière que la volaille était la première viande consommée en France. Donc ça se confirme à nouveau cette année. On voit qu'il y a une dynamique qui est importante. Au niveau de la production, il y a une croissance qui est amorcée depuis 2024, mais qui malheureusement, et c'est là notre frustration, n'accompagne pas la dynamique aussi forte de la consommation. Revenir quand même aussi sur l'actualité. Le point fort aussi, c'est on a un épisode influenza aviaire. Vous l'avez vu chez nous, mais également dans le reste de l'Union européenne, voilà, qui est assez fort cette année. Il est sous contrôle, mais on a quand même un endroit où c'est difficile en France, c'est la Vendée. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un accompagnement financier de l'État pour accompagner ce qui s'y passe, notamment pour les éleveurs et les différents acteurs de la filière. Et voilà, pour les importations, on en appelle au soutien de l'État, c'est-à-dire qu'on arrête l'arrivage des poulets à bas coût d'ailleurs, parce que la machine au niveau de la Commission européenne continue. Donc on a besoin que la France se mobilise, c'est un grand pays de l'Union européenne, pour dire on est contre l'accord pour le Mercosur. En tout cas, nous, la filière, on s'y oppose. On demande au président de la République de tout faire pour continuer à s'y opposer et pour que, également, sur les prochains accords qui suivent, la vigilance soit totale de la part des pouvoirs publics pour essayer de les bloquer, parce qu'on n'est toujours pas dans les mêmes conditions de production que les nôtres. Et si on arrive à ça, avec un alignement des règles sur les constructions de poulaillers, qu'on arrive à revaloriser correctement nos volailles pour investir, on sera également au rendez-vous pour la construction de nos poulaillers. Et en termes de chiffres, on est en train de les lister alors, en ce moment, et on reviendra vers vous avec des chiffres plus précis au moment de la conférence de presse qu'on fait d'habitude avant le salon de l'agriculture, qui sera mi-février par là. Voilà, écoutez, merci à toutes et à tous de votre attention et consommez de belles volailles festives dans cette période qui se présente à nous maintenant. Elles sont disponibles, elles sont là, pensez à les acheter. Et comme l'a dit Benoît, vous trouvez toute la diversité en entier, en découpe. Il y en a pour tous les goûts. Voilà. Merci à vous et on est là pour répondre à vos questions. Oui.
Bonjour, Charles Murat pour EBRA. En ce qui concerne la vaccination contre la grippe aviaire, vous demandez que l'État prenne en charge plus que 40% des vaccins? Et combien ça coûte un vaccin? Merci. Alors, c'est un peu plus compliqué que la seule vaccination, puisque vous avez les interventions, vous avez beaucoup de choses qui sont dedans. Mais oui, le budget est plutôt de l'ordre de 8 millions d'euros qu'il faudrait aujourd'hui prendre. 8 millions d'euros qu'il faudrait aujourd'hui, qui est rajouté aujourd'hui pour arriver à compenser ces vaccinations. Et on n'a parlé que des 2 vaccinations, mais malheureusement, on se rend compte qu'il en faut une 3e. Donc nos attentes sont supérieures à ce qu'on avait déjà formulé il y a 2 mois. Quand on prend en compte aujourd'hui l'épisode actuel qui nous démontre qu'il faut une 3e injection. Juste peut-être, le 8 millions d'euros, potentiellement, c'est le surcoût du vaccin. Mais la vaccination en soi, c'est 80 millions d'euros que ça coûte au total sur l'ensemble des canards. Parce que ce qui est le plus cher, comme l'a dit Patrick, c'est pas l'achat du vaccin en soi, c'est le fait de réaliser la vaccination, mais surtout c'est toute la supervision vétérinaire et la surveillance derrière qu'il y a derrière, c'est-à-dire la logistique dépister, c'est-à-dire que tous les animaux qui sont vaccinés, ils sont testés régulièrement pour qu'on surveille que le virus ne circule pas à bas bruit. C'est ça qui coûte très cher et ça c'est imposé par l'Union européenne. Donc c'est le coût global de la vaccination, il y a entre 80 et 100 millions d'euros. L'État a commencé de financer il y a 2 ans à 85%, il est descendu ensuite à 70% et là il est à 40%. Et donc ce qu'on demande, c'est qu'ils maintiennent ce 40% à tout prix. Même si c'est déjà, au final, trop peu. S'ils pouvaient aller au-delà, d'où les 8 millions d'euros évoqués par Patrick, ce serait bien. Mais déjà, dans la situation qu'on connaît, qu'ils maintiennent le 40%, même si, dans l'hypothèse qu'on ferait des économies dans les mois qui viennent, en optimisant la surveillance, etc., ces économies, si elles sont réalisées sur l'enveloppe du ministère aujourd'hui, il faut à tout prix qu'ils les rebasculent vers les professionnels. Parce que 40%, c'est vraiment c'est une limite, il nous semble, sur laquelle il ne faut pas que l'État descende aujourd'hui. Bonjour, Pauline Tadevin, BFM Business. Sur les volailles importées de Chine, vous avez donné un chiffre, c'était 60 000 tonnes de volailles, mais alors c'est sur quelle période, s'il vous plaît? Sur les 12 mois. Les 12 mois roulants, on enlève un mois, on en rajoute un. Okay. Donc c'est en augmentation comme ça. Par rapport à l'année dernière, les 12 mois roulants de l'année dernière, ce que j'appelle roulant, c'est on en retire un, on en remet un, tous les mois. On est à 60 000 tonnes, plus 30%. Sur les 60 000 tonnes, vous avez 45 000 tonnes de découpe et de 14 à 18 000 tonnes de canards. Ça, c'est nouveau aussi. 60 000 tonnes aujourd'hui. C'est 58 000, on va mettre 60 000 tonnes. Sur les 60 000 tonnes, vous avez 48 000 tonnes. Allez, on va mettre 50 000 tonnes de poulet, principalement du filet. Alors, vous allez retrouver un peu de cuisse et tout, mais je vous fais en grande masse. Et à peu près aux alentours de 16 à 18 000 tonnes de canards et puis des bricoles. Voilà. Et ça, c'est nouveau. Moi, on a alerté les politiques là-dessus. Moi, je veux bien. On a perdu la bataille des photovoltaïques. On est en train de perdre la bataille de la voiture. Demain, ils arrivent sur l'alimentation. C'est un vrai problème politique au sens de paix avec les Grecs. Est-ce qu'on fait ce choix-là, oui ou non? Voilà. Ah oui, ça arrive en France. En France, et c'est souvent sous forme de produits cuits. Mais ça va plus loin que ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous donner un petit exemple, les Chinois vendent aux Anglais, les Anglais vendent aux Français. Mais les camions ne vont même pas en Angleterre. Les conteneurs arrivent par bateau directement en France, sont dédouanés au nom des Anglais, et c'est seulement la facturation qui passe par les Anglais. Par exemple. Bonjour, Olivia Detroya du Figaro sur le Mercosur. Est-ce que vous ne pensez pas avoir déjà perdu la bataille, notamment sur les clauses miroirs? J'ai du mal à comprendre comment on peut renégocier des clauses sur un accord qui, a priori, a été signé et validé à minima par la Commission. Donc, est-ce qu'on peut réouvrir les négociations pour inclure des clauses miroirs? Alors, les mesures. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous avez plusieurs séries de mesures. D'abord, les clauses miroirs, il faut que l'Europe les admette. Attendez, il y a un moment, vous ne pouvez pas dire, par exemple, on va prendre un exemple, on va transporter les volailles avec des modifications, on vous a démontré que c'était aberrant, que ça allait augmenter. Et eux, les Brésiliens, ou les Argentins, ou les Chiliens ne changent rien. Donc,
Sur la logique, on comprend, mais est-ce qu'il est possible aujourd'hui de réouvrir des négociations autour de cet accord? Oui, je pense qu'il est possible de reconnaître, notamment par opposition, si faut refuser. S'il y a un certain nombre de pays qui sont contre, et il y en a aujourd'hui en Europe qui commencent à bouger, oui, on peut refuser ça. Ça, c'est la première. La deuxième chose. La troisième chose, c'est trop complexe. On n'a pas abordé le sujet là parce qu'il faudra qu'on le simplifie. Aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que ce sont les Brésiliens qui donnent les autorisations d'exporter sur l'Europe. Je m'explique. Tous les abattoirs brésiliens ont monté un groupement soi-disant indépendant. Bon, on sait bien qu'il n'est pas indépendant. C'est JBS qui mène à 65% dans le groupement. Et qui dit, on envoie sur la France et tout. Et nous, l'Europe, ça devrait être le contraire. C'est nous qui devrions agréer les abattoirs. Mais on a passé un accord en disant, non, on fait confiance aux services vétérinaires brésiliens. C'est eux qui vont fixer qui va exporter surtout. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est pour vous donner les ordres d'idées. On a expliqué ça à Madame la Ministre. On l'a expliqué à la Présidence de la République. Il faut bloquer ce système. C'est encore la porte ouverte à plein de choses. Ça bouge en Pologne. Ça bouge dans certains pays, ça y est, tout le monde commence à dire est-ce que c'est un bon accord? Surtout, je trouve que depuis que les Allemands vendent un peu moins de voitures sur l'Amérique du Sud. Peut-être juste pour compléter rapidement sur le Mercosur, il faut différencier clause miroir et mesure miroir. Oui. Aujourd'hui, la France, elle veut nous vendre les fameuses clauses de sauvegarde. Les clauses de sauvegarde, c'est inopérant pour notre filière et pour un certain nombre d'autres filières. C'est-à-dire que, même si on nous dit un État peut la déclencher, une filière peut la déclencher, déjà, si on arrive à la déclencher, il y a la commission a 21 jours pour mettre en branle une enquête. Et donc, résultat, quand la commission sera en capacité de prendre des décisions, la crise aurait déjà eu lieu. En plus, il faut que l'impact sur le marché il soit de moins 10% en prix et plus 10% en volume de manière combinée. C'est quasi impossible. L'accord étant progressif, même d'un point de vue, on va dire, administratif, d'année en année, on n'est pas aux 10%. Donc, les clauses de sauvegarde sont inopérantes. Il ne faut pas nous vendre ça. Deuxième sujet, la France, elle essaye, et là, on peut leur reconnaître quand même ce mérite-là, d'obtenir la minorité de blocage. On y reviendra, c'est ça le seul enjeu. Il faut que l'accord soit bloqué. Et après, elle essaye d'obtenir des mesures miroirs. Les mesures miroirs, il ne faut pas réouvrir l'accord. Les clauses miroirs, on réouvre l'accord parce que c'est dans l'accord. Mais les mesures miroirs, c'est la Commission européenne, l'Union européenne qui prend unilatéralement des mesures qui disent on n'a pas le droit d'importer tel ou tel produit qui ne respecte pas ces règles-là. Voilà. Ça, à la rigueur, pourquoi pas. Mais derrière, il n'y a pas l'autorité de contrôle qui va avec. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe sur les antibiotiques facteurs de croissance. C'est interdit d'importer de la viande qui utilise des antibiotiques facteurs de croissance. Mais c'est aux entreprises qui importent en France d'en obtenir les garanties. Il n'y a aucun contrôle régulier, en tout cas, sur ces sujets-là. Donc, c'est ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Hein. L'Ukraine a utilisé des antibiotiques non autorisés. Et les œufs. Hein. Oui, donc nous, on s'oppose à l'accord et la demande qu'on fait, c'est que ils refusent le 19 décembre de voter pour la conclusion de l'accord. Et le chef de l'État nous dit qu'ils sont en train de mobiliser une minorité de blocage. Et donc le message qu'on lui dit, mobilisez-vous, continuez à mettre de l'énergie pour essayer de trouver la minorité de blocage qui permettra de bloquer la conclusion de l'accord. Parce que comme le dit Yann, les clauses de sauvegarde, nous, on n'y croit pas. Parce que les délais de mise en œuvre, l'usine à gaz que ça va être totalement inopérant. Pour nous, c'est pas possible. Et puis quand bien même, ça veut dire qu'on acterait encore de continuer à augmenter des importations de produits qui sont pas équivalents aux nôtres. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y a vraiment des mesures miroirs dans les accords et que l'Union européenne, parce que ça c'est quand même dingue, qui a la compétence de la politique commerciale, on lui donne les moyens de contrôler la politique qu'on lui a confiée. Parce que là, on marche un peu sur la tête. On a une structure supranationale à qui les États ont donné à un moment une mission sans lui donner les moyens de la mettre en œuvre. Donc, ça ne va pas, quoi. Hein. Aux États-Unis, vous avez des gardes-frontières. Enfin, il y a toute la panelle qu'il faut pour contrôler. Donc, si on donne la politique commerciale à l'Union européenne, il faut lui donner les moyens de faire des contrôles, ce qu'elle n'a pas aujourd'hui. Il faut qu'on arrête de marcher sur la tête, quoi. Voilà. Oui, bonjour, Kevin Bertin pour RIA. Vous avez un objectif de 400 poulets en 5 ans. Alors 400 poulaillers. 400 poulaillers, oui, effectivement, en 5 ans. Alors, comment vous en êtes arrivé à ce chiffre et
c'est quoi le budget pour un poulailler? Merci. Alors, un poulailler aujourd'hui, du mètre carré, ça coûte entre 420 et 450 euros du mètre carré. Donc, c'est un bâtiment qui fait entre 1300 et 1800 mètres carrés, donc qui coûte entre 500 et 600 000 euros du mètre carré. Tu peux compléter aussi. Voilà, à peu près. Et 400, ça correspond à peu près à 10% des importations, soit 20% aujourd'hui de la production, puisqu'on est à 50. Voilà. C'est ce qu'on essaie. Mais aujourd'hui, logiquement, si on veut faire on est modeste en demandant ça, mais c'est une reconquête. C'est une reconquête qui devrait être plus importante. Mais 400 bâtiments, comme l'a dit le président, il peut le répéter d'ailleurs, c'est 80 bâtiments par an. Alors il le dit, ça fait il a l'habitude de dire. C'est moi l'image que je donnais, parce que comme ça 80 ça fait beaucoup, mais en fait c'est moins d'un poulailler par département par an. Donc c'est vrai qu'en région parisienne ça va être un peu compliqué. Mais ouais, c'est ça. Non, et alors ce qui est important sur le chiffre, c'est que le coût de l'investissement, il a fortement augmenté. Je l'avais dit avant dans la présentation. Aujourd'hui, on n'est pas loin quand même de 700 000 euros pour un bâtiment pour des poulets de tous les jours. Donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin de revaloriser les marges des éleveurs pour qu'ils puissent mieux affronter les investissements. L'objectif qu'on s'était fixé, c'était de reprendre 20% de souveraineté alimentaire avec 400 poulaillers. Relocaliser 20%. Mais en fait, avec la croissance de la consommation quand même qui s'accélère, on a besoin de faire ces 400 poulaillers. On en aura déjà besoin de 200 à 300 pour rien que accompagner la croissance de la consommation sur les 5 prochaines années. On a besoin de 400 poulaillers pour pouvoir accompagner la croissance de la consommation et essayer d'en reprendre un peu sur l'importation. Voilà. Ouais. Sans oublier quand même que les marges des éleveurs ont été revalorisées en 2025, mais il y a une partie qui est encore insuffisante et une partie des éleveurs redemande une revalorisation. Juste pour ajouter, essayer de comprendre sociologiquement pourquoi les gens refusent les poulaillers, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il faut le lier à la démographie agricole. Aujourd'hui, en fait, dans beaucoup de communes, il reste 1, 2, 3 agriculteurs. Et on a construit une ruralité, on parle beaucoup de ruralité, on fait des assises de ruralité, mais une ruralité qui n'est plus agricole. Et donc, du coup, l'acceptabilité en fait, de ce métier, de son environnement, de ses odeurs, d'un tas de choses comme ça, même s'il y a eu beaucoup d'efforts de fait, n'est plus accepté en fait. Et c'est ça la vraie question. On aurait gardé un tissu rural plus riche, avec plus d'agriculteurs, on aurait moins cette question. Il y a 20 ou 30 ans, dans les communes, en fait, les gens qui habitaient les communes rurales avaient un lien direct, voire indirect, avec ces productions. Travailler à l'amont, à l'aval de la ferme, dans un abattoir, dans un fabrique d'aliments, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc les gens sont revenus à la campagne, mais juste pour essayer d'avoir une espèce de carte postale. Mais la réalité, c'est qu'une ruralité, elle occupe toujours l'espace. Les terres agricoles sont faites pour produire. Produire, ce n'est pas un gros mot, mais on a beaucoup de mal sur le terrain en fait, à faire passer ça. Peu importe le système de production, que ce soit un bâtiment standard, un bâtiment label, les discussions, des fois, sont assez surréalistes. Ça participe de la musique. Les coqs chantés. Et au-delà de l'enjeu de la construction de poulaillers, il faut bien insister aussi qu'il y a l'enjeu du maintien des poulaillers existants, de la transmission des fermes qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, on doit mener tous ces travaux de front, la transmission des élevages en place, et donc leur modernisation, et la construction de nouveaux poulaillers, soit via l'agrandissement, soit via l'installation de jeunes sur des nouveaux ateliers sur des élevages ou carrément des nouveaux élevages. Oui, pour Agrapresse. Il y a eu une petite évocation, c'est M. Pajard, d'une baisse inquiétante de la consommation dans une certaine branche de la restauration hors domicile, si j'ai bien saisi. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus ? Alors, vous en dire un peu plus, on n'a pas. Aujourd'hui, c'est plutôt en échangeant avec nos partenaires de la restauration qu'on voit que les relais de croissance qui jusqu'à maintenant étaient dans l'ensemble de la restauration. On a des restaurateurs, notamment restauration commerciale classique, brasserie, bistrot, etc., qui constatent une baisse de fréquentation et donc de fait une baisse de la consommation parce que les Français font des arbitrages au regard de leur pouvoir d'achat, font des arbitrages et vont délaisser la restauration hors domicile
de ce type-là. Après, voilà, tout ça va être amené. On va regarder de Ouais, plus près. après, comment avec ça va un se bémol passer. quand même, c'est que la restauration commerciale, et vous savez qu'il y a beaucoup de chaînes qui se montent de poulets, et là, qui repartent de Je l'autre parlais côté. bien du bistrot, pas de la restauration rapide. Hein, où là, Pas la restauration commerciale, qui est différente. Qui, elle, tire toujours. Qui joue. Ouais, la classique, c'est restaurant, bistrot, c'est là qu'il y a du tassement quand même, malheureusement. Voilà. Et la restauration collective, Egalim, qui a une grosse demande de volailles français. Oui, alors après, c'est Egalim, c'est une belle invention, mais alors on applique Egalim, nous, hein, aussi bien auprès de la distribution que de la restauration. Après, il y a des spécialistes du bio ici qui pourraient le dire, ou du label. Il y a eu des contraintes qui ont été données, il y a des ouvertures parce que le problème, c'est toujours un problème du budget. Quand vous avez un consommateur qui vous demande, ou une consommatrice qui, pour ses enfants, vous demande du bio et tout, en restauration et scolaire et ainsi de suite, et que vous voyez un prix d'un repas à 2 € ou 2,50 €, je rappelle que la moyenne des Français dépense entre 10 et 12 € par jour pour petit déjeuner, déjeuner, dîner. Souvent, les gens oublient en disant « Ah bah oui, mais on peut payer ». Non, eh ben, je peux vous dire, faites les courses de moyenne par habitant dans vos familles entre 10 et 12 € par jour, c'est serré. Hein. À quoi ajouter sur Egalim? Tu as déjà dit pas mal de choses. Après, c'est vrai que pour les signes officiels de qualité, on y voyait une fenêtre s'ouvrir en disant bah, ça y est, enfin, une loi qui va plutôt essayer d'encourager la consommation de ces produits. Maintenant, il faut bien comprendre que les économes de cantine, ils ont un budget à tenir. Et globalement, oui, effectivement, la loi explique bien que les produits sous signe de qualité comme le label rouge sont à privilégier, mais pas tout seul. En fait, il y a plein d'autres choses dans la loi Egalim. Donc, du coup, le prix arbitre très souvent les achats. Et du coup, on ne voit pas forcément plus de consommation de produits label rouge. Sur la bio, c'est un peu différent parce qu'il y a un chiffre qui est donné. Donc, du coup, il y a une espèce de respect à avoir de ce chiffre, même s'il est en valeur. Donc, après, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur la viande, vous pouvez le mettre sur autre chose, quoi. Les produits laitiers, notamment. Très clairement, ce qui se passe, c'est que vous ne mettez pas les produits Egalim en viande. Ce qui se passe dans les cantines scolaires, c'est des produits végétaux en général qui viennent à la place et des produits plutôt d'entrée de gamme. Voilà. Hein, donc des fruits, quelques légumes, pas forcément français d'ailleurs, et qui viennent. Mais vous avez une portion pour des ados en cantine en restauration scolaire, c'est l'ordre de 4,50 € la part, le repas. Bonjour, Édouard Marguier, France Info. Moi, j'ai une question sur la filière bio. Parce que certaines filières, on observe des agriculteurs qui se déconventionnent. Qu'est-ce que vous observez dans votre filière, en sachant que, vous l'avez dit, la demande se porte beaucoup sur le poulet du quotidien? Bon, alors, on n'a pas 2 heures. Non, si on revient juste aux chiffres sur la partie volaille bio, effectivement, il y a encore 3 ans, 3-4 ans, on a produit jusqu'à 14 millions de volailles bio en France, pour environ une trentaine de millions dans l'Union européenne. C'est pour vous donner un peu les proportions. On est descendu à moins de 9 millions l'année dernière et on est remonté à presque 10 cette année. Donc on voit c'est de nouveau un peu plus positif, mais c'est clair que ces filières à forte valeur ajoutée, de par l'inflation calculée en pourcentage, ont pris très très cher, puisque un pourcentage calculé sur un prix plus cher fait forcément une augmentation plus importante. Donc oui, ces filières ont pris très cher. Et on va dire que depuis 8, 10 mois, 12 mois maintenant, il y a un petit rebond. Alors après, je dis bien un petit rebond. Est-ce qu'on retrouvera les 14-15 millions? J'en sais rien. Mais en tout cas, on fait tout pour que ce rebond se confirme. Oui. Bonjour, Éléonore Paillereau, TF1. J'ai une question sur les volailles de fête. On sait que c'est un créneau qui est crucial pour vous. Les dernières années ont été assez compliquées parce qu'il y avait à la fois l'inflation, la grippe aviaire. Comment est-ce que vous voyez cette année? Est-ce que les perspectives sont bonnes, que ce soit en termes de consommation, en termes de prix vendus aux clients, en termes de production? Alors, sur les prix, ça sera très rassurant cette année, puisqu'il n'y aura pas d'inflation sur les volailles festives. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Donc c'est vraiment un produit qui est très accessible aujourd'hui par rapport à son rapport justement qualité-prix. Donc on n'aura pas d'inflation cette année, je pense, constatée au niveau des consommateurs sur les volailles festives.
Après, Noël est un jeudi, je crois. C'est ça? C'est pas trop mal, un jeudi. Parce que ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc ça fait 4 jours de consommation. Quand vous avez un Noël qui tombe à dimanche, c'est plus short en termes de... Voilà. Donc 4 jours, ça devrait être mieux, normalement. Parce que... Voilà. Ce qui est important, ouais, il y a une stabilité des prix, il n'y a pas d'inflation, donc les prix seront raisonnables. Et en termes de volume de production, les volailles festives sont là. Patrick l'a dit, hein, on n'a pas d'influenza de foyer concernés sur les volailles festives. Et donc, elles seront au rendez-vous des tables. Et comme l'a dit Gilles, c'est vrai que nous, dans notre milieu de professionnels, quand ça tombe un jeudi, c'est mieux parce que ça fait presque un jour de plus. Un repas de plus, voilà. Charlotte Dessolins pour l'AFP. Je me permets de rebondir. Vous avez mentionné le site internet. Est-ce qu'il y a d'autres campagnes qui sont mises en place pour inciter à la consommation de volailles pendant les fêtes? On a une multitude de campagnes. Chaque année, maintenant depuis 4 ou 5 ans, on a une campagne de promotion justement des volailles festives qui démarre généralement à partir du mois d'octobre. Donc qui prend une forme un peu différente à chaque fois. Mais cette année, on va mettre notamment en avant les mises en avant dans les grandes surfaces des volailles festives. On organise notamment un concours des meilleurs, alors vitrine, je ne sais pas si c'est pas le mot, mais des meilleurs rayons, des meilleures mises en avant des volailles festives. Donc on a parlé du site internet. Et puis sur l'ensemble des autres volailles aussi, hein, on met en place des campagnes de communication. On a eu des campagnes de communication sur la dinde, sur la pintade, sur le poulet et le canard au niveau européen aussi. Et bien entendu, sur le label rouge, c'est la 4e année de campagne de communication, là aussi au niveau européen. La France fait partie des pays, bien entendu, concernés. Benoît, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur la campagne. Non, c'est un peu une tradition, nous, au Cinelaf, sur les volailles label rouge, en fait, de communiquer. C'est un souhait des adhérents qu'on accompagne au travers d'une petite cotisation et d'un cofinancement européen, où on essaie de toucher un maximum de consommateurs, de vraiment toucher cette cible et de rappeler, par exemple, pour la campagne qui a redémarré cette année au mois d'octobre, là, de reparler du poulet entier, puisqu'on a revu, en fait, de par la baisse des prix, de nouveau un attrait pour la pièce entière. Donc on a essayé de tourner une campagne de communication autour de ça qui est passée en radio, notamment sur France Inter. Et puis en affichage gare aéroport sur du DOH, quoi. Donc on essaie avec nos modestes moyens tous les ans de marteler en fait l'intérêt de la pièce entière. Merci. Je pense qu'on va pouvoir passer à... On prend la dernière question. Ouais, pardon. Charlotte Barrican du magazine LSA, vous avez rapidement parlé des négociations commerciales tout à l'heure. Alors elles sont d'année en année toujours plus tendues. Comment elles s'annoncent cette année? Est-ce que la grande distribution est attentive à toutes ces problématiques que vous évoquez depuis tout à l'heure? Alors c'est un peu difficile au niveau de l'interprofession de parler des négociations commerciales. Il faut mieux leur demander entreprise par entreprise. Ce que je peux vous dire, c'est que l'année dernière, ça a été, c'est vrai, un peu dur, puisqu'on a passé des négociations commerciales au mois de février, puis au mois de juin-juillet, face à la pression des éleveurs qui souhaitaient revaloriser leurs marges. Ils avaient des revalorisations de marge, mais ils en souhaitaient d'autres. Donc l'ensemble de la profession a repassé des hausses variables selon les espèces, variables selon les entreprises, mais de juin, juillet jusqu'au mois de septembre, octobre. Cette année, les négociations avec les éleveurs, les accouveurs, les multiplicateurs, les couvoirs et tout le monde, on demande avant à ce que le souhaite tout le monde par rapport à ces revalorisations, et les abattoirs demanderont d'ici. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore parti, mais je ne sais pas comment la distribution va réagir. Nous, ce qu'on sait, et on a été très heureux, on a appris, je ne pourrais pas vous dire la source, que la volaille a été la viande ou dans les produits agricoles, celui qui a le mieux joué la loi Egalim, puisque vous savez qu'on a baissé. Alors, il y a deux choses. C'est un peu compliqué. Il y a la partie agricole et la partie... Et sur la partie agricole, on a baissé, ce qui fait qu'on a baissé nos volailles auprès des distributeurs, mais on a remonté sur la partie marge industrielle. Mais là, c'est trop complexe par rapport aux négociations. Donc voilà, il y a eu des hausses d'un côté et des baisses de l'autre.
puisque aujourd'hui en Egalim, on est indexé en fonction du prix du blé, du maïs, du soja et ainsi de suite. Ok. On va pouvoir poursuivre. Peut-être une dernière petite question en ligne. Oui, D'Éric de la Chesnay du Figaro, qui nous dit, pour l'instant, on ne vaccine que les canards. Est-il envisageable et souhaitable de vacciner les poulets, le gros de la volaille? Alors les poulets, clairement non, parce que ce que vous pouvez constater, c'est qu'il n'y en a pas de lot d'atteint. Enfin, il y a eu un lot en collatéral d'atteint, mais c'est à la marge. Le poulet est peu sensible à ça. Après, il y a 3 programmes européens qui ont été initiés depuis la crise de 2022. Les Néerlandais s'occupent du plan de vaccination sur les pondeuses, les Italiens sur la dinde, et la France s'occupait sur les palmipèdes. Donc effectivement, il y a des choses qui sont envisageables sur la dinde, qui est l'animal sentinelle un petit peu de l'influenza. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Les essais avancent progressivement. Les Italiens sont les moteurs et on échange. Je rappelle qu'on est une association européenne de la volaille sur laquelle on a des échanges extrêmement réguliers sur les évolutions de tout ce qu'il peut y avoir entre le réglementaire et le sanitaire. Et donc, c'est un travail qui avancera au fil de l'eau, un petit peu selon la pression qu'on peut avoir. Et je complète par, si en même temps qu'on a l'aspect technique de la vaccination, il faut aussi qu'on ait l'aspect commercial. Je rappelle qu'en canard, on l'a payé très cher, puisque pendant 1 an et demi, toute l'Angleterre a été fermée, parce qu'on vaccinait. Donc on veut maintenant un accord européen. Il est hors de question de dire on va vacciner le poulet et la dinde, et ça veut dire qu'un certain nombre de pays qui ne vaccinent pas aujourd'hui vont fermer leurs frontières. Donc on a besoin d'une diplomatie sanitaire très efficace. Et vous savez que pendant... L'Angleterre vient seulement de revenir, on a perdu la production de environ 40 à 50 000 canards semaine, qu'on a perdu aujourd'hui sur le UK, qu'on est en train de regagner. Mais les Anglais, en attendant, c'est venu de Pologne, de Hongrie. Et n'oubliez pas qu'on est toujours en guerre commerciale avec tous les pays. Voilà, merci. Donc objectif, pour nous, c'est de rester sur une vaccination canard. Comme l'a dit Patrick, il y a une expérimentation en cours en Italie sur la dinde, parce que la dinde, c'est vrai, a une sensibilité forte à l'influenza aviaire, plus forte que d'autres espèces. Bon, on va voir ce que ça donne, cette expérimentation, et en voir ses conclusions. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à table et de continuer la discussion avec nous. On va s'installer voilà, autour de vous. Enfin, avec vous, pas autour.